Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un auteur à succès accusé d'avoir assassiné sa femme. I would never have done anything to hurt her. Je crois que Michael Peterson excelle dans l'art de la manipulation. Était-ce un accident ou un meurtre déguisé? How do we go from soulmate and lover to cold-blooded murderer? Le héros local est-il en fait un meurtrier? Sitting here today, I have no idea who Michael Peterson is. None whatsoever. Cet homme avait tout. A-t-il tué pour garder tout ça? C'est ce que nous allons essayer de savoir dans Crime en haute société. Durham, Caroline du Nord. Foyer de l'écrivain à succès et journaliste Michael Peterson et de son épouse Kathleen, une célébrité mondaine. C'était vraiment le couple parfait. C'est le genre de relation sentimentale que tout le monde rêve d'avoir dans sa vie. Les Peterson habitent une somptueuse maison de 14 pièces à Forest Hills, le quartier le plus prestigieux de la ville. Ces deux individus séparément étaient si brillants. Une fois en couple, on obtenait un mélange parfait d'intelligence, de charisme, de passion, d'esprit. Tout le monde voulait les fréquenter. Tout le monde à Durham connaît les riches et populaires Peterson. Kathleen est dans toutes les réceptions mondaines. Michael est un écrivain à succès et un vétéran de guerre. Mais tout change en décembre 2001, quand la police reçoit un appel d'urgence de la maison des Peterson. 911, where's your emergency? 1810 Cedar Street, please. What's wrong? My wife had an accident. She's still breathing. What kind of accident? Fell down the stairs. She's still breathing. Please call. Is she conscious? What? Is she conscious? No, she's not conscious. Okay. How many stairs did you fall down? Huh? How many stairs? Stairs. How many stairs? J'ai entendu quelqu'un sangloter. On est entré dans la maison, on est allé tout de suite sur la gauche. Et en avançant, c'est là qu'on a vu la victime allongée en bas des escaliers. Et Michael Peterson se tenait à côté d'elle. Quand je suis entré, il y avait du sang sur les escaliers, sur les murs. Elle en était couverte. Elle avait les yeux ouverts, mais elle avait ce regard vague qu'on connaît bien. On sait qu'un patient avec ce genre de regard est décédé. Choqué, Peterson explique aux ambulanciers que sa femme et lui ont bu une bouteille de champagne et ont regardé un film avant d'aller se coucher. Il est allé éteindre les lumières de la piscine pendant que Kathleen montait dans la chambre. Quand il est rentré, il l'a trouvé gisant en bas des escaliers à l'arrière de la maison. C'est au tour de Terry Wilkins de la police de Durham d'arriver sur les lieux. J'ai tout de suite été très surpris par la quantité de sang. Il y avait une grande mare de sang et des éclaboussures assez hauts sur le mur. Il était clair qu'il fallait appeler un spécialiste. L'officier Art Holland de la police criminelle est envoyé sur les lieux. Ses vêtements étaient couverts de sang. Il y avait du sang sur les murs, sur les marches, sur les contre-marches et sur la plante des pieds. Tandis que la police cherche des indices sur les lieux, des officiers de police escortent Michael Peterson vers son bureau à l'autre bout de la maison. Il semblait un peu perturbé. Il a eu certains comportements que je pense que je n'aurais pas eu dans ce genre de situation. J'ai remarqué que M. Peterson s'était installé à son ordinateur alors que sa femme venait de mourir. On aurait dit qu'il ne semblait pas touché par ce qui venait de se passer. Sa femme venait de mourir dans la maison.
L'officier Holland continue d'inspecter les lieux et trouve du sang sur le sol, le canapé et la porte d'entrée. Quelqu'un avait essayé d'effacer des traces de sang sur la porte. L'évier sentait l'alcool. Quelqu'un avait dû verser de l'alcool dedans. On a trouvé 2 coupes à champagne à côté de l'évier. L'une comportait des empreintes digitales et l'autre était complètement vierge de toute trace. Beaucoup de choses semblaient plutôt étranges. En voyant la scène de crime, l'officier Holland est sûr d'une chose. L'histoire de Peterson ne tient pas debout. C'est le genre d'information qui surprend tout le monde. Parce que c'est à Forest Hills, parce que c'est la femme de Michael Peterson, parce que Kathleen Peterson était une figure connue et respectée, parce que c'est suspect, parce que c'est sanglant. Il était complètement abattu. C'était vraiment un couple très soudé. Il venait de perdre sa meilleure amie, sa compagne. Il était complètement bouleversé. Les jours suivant la mort de Kathleen, Michael fait profil bas. Mais laissé dans le doute, la famille de Kathleen devient vite suspicieuse. Quand j'ai vu Michael, il m'a demandé de m'occuper de l'enterrement. Mais il ne m'a pas dit un mot, ni à ma sœur Laurie sur ce qui était arrivé à ma sœur Kathleen. Il en avait parlé à son frère Bill et à son avocat. Il avait l'air d'aller bien. Les enquêteurs apprennent que le fils de Michael essaie d'expliquer la chute en disant que Kathleen était ivre à ce moment-là. Ses voisins et amis savaient qu'elle aimait faire la fête. Elle adorait recevoir. Il a joué sur le fait qu'elle avait dû boire un peu trop ce soir-là. L'officier Holland découvre qu'à 23h, le soir de sa mort, Kathleen a ouvert un email et appelé un collègue de travail depuis le bureau de Michael. Le collègue de Kathleen a confirmé qu'au téléphone, elle ne semblait ni éméchée ni troublée. Arrivent alors les résultats d'analyse sanguine de Kathleen et le doute s'installe. Les analyses étaient normales. Elle n'était pas saoule. Pas du tout. Alors pourquoi Todd a insisté à ce point sur le fait que Kathleen était ivre ce soir-là? Quand les premiers résultats d'analyse sont rendus publics, le lieutenant Holland sait qu'il avait vu juste. Les analyses montraient qu'elle n'était pas tombée des escaliers et que les lacérations sur le crâne ne correspondaient pas à une chute. C'est là qu'on a décidé de reprendre notre enquête sous un autre angle pour découvrir ce qui s'était vraiment passé ce soir-là. Les surprises ne font que commencer. Quand les enquêteurs commencent à s'intéresser au passé de Michael Peterson, ils découvrent des secrets qui vont bouleverser tous ceux qui croyaient le connaître. Quand la femme de l'écrivain à succès Michael Peterson est retrouvée morte dans une mare de sang en bas des escaliers de leur splendide demeure, Durham est sous le choc. Peterson dit à la police qu'il s'agit d'une chute accidentelle, mais l'enquêteur principal Holland est suspicieux. Je n'avais jamais eu affaire à un cas comme celui-là. La scène de crime était très complexe. Quand on vous envoie sur une fusillade, vous savez plus ou moins ce qui s'est passé. Dans cette affaire, c'était beaucoup plus compliqué. Les policiers passent des jours entiers autour de la propriété. Les voisins n'arrivent pas à croire que la maison des Peterson soit devenue une scène de crime et que leur célèbre voisin soit mêlé à une affaire de meurtre. Personne n'y croyait. Pour eux, c'était leur voisin, Mike. Vous ne trouverez personne pour vous dire qu'ils n'étaient pas un couple uni. Tous ceux qui les ont côtoyés vous diront la même chose. C'étaient deux âmes sœurs. Ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Quand ils se rencontrent en 1992, Michael Peterson et Kathleen Hunt Atwater découvrent qu'ils ont beaucoup en commun. Michael, né dans le Tennessee, est fils de militaire. Il vient à Durham au début des années 60 pour étudier à l'université de Duke. Il devient rédacteur en chef du journal, président de sa fraternité et membre d'une prestigieuse société secrète.
Il s'engage dans les marines en 1968, il est envoyé au Vietnam et retourne au pays en 1971, exempté pour raisons médicales, mais avec une médaille de bronze et d'argent pour son courage et ses qualités de meneur d'hommes. Après la guerre, Michael et sa première femme voyagent entre Durham et l'Allemagne avec leurs 2 fils, Todd et Clayton. Se servant de son expérience personnelle au combat, Michael publie son premier roman, The Immortal Dragon, en 1983. 2 ans plus tard, une de ses amies proches en Allemagne meurt brutalement, laissant à Michael la garde de ses 2 filles, Margaret et Martha. En 1991, Michael se sépare de sa femme. Il devient père célibataire avec 2 fils, 2 filles d'adoption et une brillante carrière de romancier. Tout aussi ambitieuse, Kathleen, de son côté, a toujours côtoyé le succès. Mon père tenait beaucoup à ce que ses filles soient cultivées, bonnes élèves, ambitieuses, et Kathleen prenait ça très au sérieux. Elle est sortie major du lycée. Puis elle est allée à l'université de Duke, où elle a fait de brillantes études et a été la première femme ingénieure. Après ses études, Kathleen se marie et fonde une famille. Elle vit à Durham et commence une ascension fulgurante au sein de Nortel Networks. Elle était très fière de son travail. Elle adorait travailler pour Nortel et appréciait beaucoup ses collègues. Kathleen finit également par divorcer et au début des années 90, Michael et elle sont tous 2 parents célibataires et voisins dans le prestigieux quartier de Forest Hills. Ma mère et Michael étaient voisins. Le charme a agi tout de suite. Elle était prête pour cette rencontre et il est arrivé au bon moment. C'était quelqu'un d'intéressant. Il était très volubile et avait plein d'histoires et d'anecdotes sur la guerre du Vietnam et sur ses voyages en Europe et en Asie à raconter. Michael et Kathleen emménagent ensemble et reforment une famille. 5 enfants en tout. Ma mère m'a pris à part et m'a demandé ce que je dirais si Martha et Margaret venaient vivre avec nous. Je trouvais ça génial. Les choses ont soudain changé pour Michael Peterson quand il a reçu beaucoup d'argent pour un temps pour la guerre. Ça lui a donné l'indépendance et la possibilité de vivre la vie d'auteur, de romancier qu'il n'avait pas pu vivre jusque-là. Avec l'argent de son roman, Michael achète à Kathleen la maison John Buchanan, une maison néo-géorgienne construite en 1940. La demeure de 1000 mètres carrés est la fierté de Forest Hills. Cette maison semblait sortir d'un film. Elle avait d'ailleurs servi de lieu de tournage principal pour le film La Servante écarlate avec Faye Dunaway et Robert Duvall. 14 chambres, toutes plus grandes les unes que les autres. Un immense bureau décoré de bois de séquoia, un jardin de roses primé dans les concours et des fontaines dans la piscine. Le hall d'entrée de la maison était immense et l'escalier tournait sur 3 murs. C'était magnifique et grandiose. En 1997, Michael et Kathleen se marient dans le hall de leur magnifique maison. Kathleen était vraiment heureuse. Elle était splendide et l'escalier était couvert de magnolias. C'était le mariage de ses rêves. Je crois que Michael Peterson se sentait vraiment à sa place dans ce quartier et dans cette maison. Michael et Kathleen sont bientôt célèbres à Durham pour leur somptueuse réception et leur dîner grandiose. Ma sœur n'avait aucun problème à recevoir 30 à 60 personnes à dîner. Ses amis voient en elle une super-héroïne, mère de 5 enfants, membre du Centre des Arts de Durham et cadre supérieur chez Nortel. Cette femme était une parfaite maîtresse de maison. Elle avait gravi les échelons dans une société très exigeante comme Nortel. Elle était une excellente mère, elle faisait des sorties culturelles, elle cuisinait, recevait. Vous connaissez beaucoup de personnes qui font tout ça? Michael est tout aussi ambitieux. Il commence à écrire une rubrique dans le Herald Sun vilipendant la corruption locale et les bavures policières. Michael n'aimait pas les personnes de pouvoir. Il s'était mis à dos énormément de monde parce qu'il avait son franc-parler et qu'il attaquait l'établissement.
Encouragé par une popularité grandissante et une réputation d'homme du peuple, Michael se présente comme maire en 1999. Mais son ambition le plonge en plein scandale. Peterson boitait depuis 30 ans en disant que c'était une blessure de guerre. Mais c'était faux. Peterson n'avait pas été blessé au combat. Il avait été blessé dans un simple accident de voiture. Et en politique, les mensonges font souvent très mal. Michael Peterson perd les élections, mais surtout sa réputation. Certains amis proches de ma mère le soutenaient à l'époque. Mais une fois cette histoire révélée, ils ont vraiment eu l'impression qu'il les avait trahis en leur mentant. C'est la première fois que j'ai vu ma mère adopter une attitude de soumission envers Michael. Elle disait « C'est mon mari, je le soutiens ». C'était vraiment un coup dur. C'était une véritable déchéance. On avait là un type qui avait tout en main pour réussir. Et voilà ce qui lui arrivait. Sa défaite à l'élection allait marquer le début d'une descente aux enfers. 2 ans plus tard, il se présente au conseil municipal et échoue également. Et puis la chance commence à tourner pour Kathleen. Sa vie a commencé à changer, comme celle de beaucoup de gens quand beaucoup de valeurs technologiques ont commencé à chuter en bourse. Elle avait plusieurs millions de dollars en actions et c'était la véritable dégringolade. Mais elle avait placé tous ses espoirs dans les actions Nortel. Elle comptait tout vendre et vivre une autre vie. Elle avait dans l'idée d'aller s'acheter une résidence secondaire à Paris. La vie idéale des Peterson commence à se désagréger, professionnellement et à la maison. La maison nécessitait beaucoup d'entretien et les travaux ne se chiffraient pas en centaines de dollars, c'était plutôt en milliers ou en dizaines de milliers de dollars. Elle parlait sans arrêt de son travail. Il lui arrivait de m'appeler et elle pleurait sans pouvoir s'arrêter. C'était devenu trop pesant pour elle. Il était évident qu'il avait de gros soucis financiers. Il avait 143 000 $ de dette, ce qui est colossal. À l'évidence, les Peterson sont au bord de la ruine. La maison, les actions en bourse, les impayés. Mais Michael sait très bien qu'il reste quelque chose. 1,8 million de dollars d'assurance vie en cas de décès de Kathleen. Il semble de plus en plus évident que le romancier Michael Peterson est impliqué dans la mort de sa femme. Mais nombre de ses amis continuent de le croire innocent. Les gens qu'il connaissait avaient du mal à y croire et continuaient à le soutenir. Ils pensaient qu'on voulait juste sa tête, que c'était une sorte de complot politique. Et ceux qui ne le connaissaient pas le croyaient coupable. My mother and Mike had an absolutely loving relationship, and there's no way that either of them would ever wish any sort of harm on the other one. On m'a reproché de l'avoir soutenu à l'époque, mais je n'avais aucune raison d'agir autrement. Qui veut croire que son beau-père ait pu faire ça? My mother would just be absolutely appalled, and this is the last thing that she would have ever wanted to happen to her husband. Et puis le rapport d'autopsie est arrivé. Il m'a convaincu qu'elle avait été assassinée. Le docteur Deborah Radish, pathologiste médico-légal responsable du dossier, a réalisé l'autopsie. Une fois l'autopsie effectuée, et en se basant sur le nombre de lacérations sur le crâne, leur emplacement, leur orientation et les blessures au cou, il était clair qu'on n'était pas là devant des blessures résultant d'une chute dans un escalier. Le fait qu'on l'ait trouvée en bas des escaliers relève soit de la coïncidence ou de la mise en scène pour faire croire qu'elle était effectivement tombée des escaliers. Les photos étaient insoutenables.
Sur l'une d'elles, on voyait plus clairement les 7 lacérations. C'était édifiant. C'est là que j'ai compris. Cet homme avait battu ma sœur à mort, mais il ne s'en sortirait pas comme ça. Le 20 décembre 2001, Michael Peterson est mis en examen pour le meurtre de sa femme, Kathleen. Il se rend à la prison de Durham et, entouré de ses 2 fils, ses 2 filles et son frère Bill, il prend la parole en public pour la première fois. Kathleen was my life. I whispered her name in my heart 1,000 times. She is there, but I can't stop crying. I would never have done anything to hurt her. I am innocent of these charges, and we will prove it in court. Michael passe près d'1 mois en prison avant qu'un juge ne le libère sous caution. Il rentre chez lui en attendant le procès. People, I do know, wonder, how can I go out? But you see, I know I didn't do anything. I'm totally innocent of these charges. Souvenez-vous, Michael Peterson avait été journaliste. Beaucoup de gens pensent qu'il payait maintenant ses critiques envers les autorités locales. Mais l'officier Holland est sur le point d'exhumer un pan de la vie de Michael qui va secouer tout Durham. J'ai reçu un coup de fil d'une certaine Margaret Blair qui vivait dans l'État de Rhode Island et qui voulait me parler de l'affaire Peterson. Elle avait une sœur qui s'appelait Elizabeth Ratliff, qui était morte en 1985 alors qu'elle vivait en Allemagne. Madame Ratliff avait été retrouvée morte en bas des escaliers de sa maison. Michael Peterson était la dernière personne à l'avoir vue vivante. L'autopsie avait attribué le décès d'Elizabeth Ratliff à une hémorragie cérébrale et les autorités avaient déclaré la mort accidentelle. Après le drame, Michael avait adopté ses 2 filles. Michael m'avait dit que Liz Ratliff était décédée peu de temps après son mari, qu'elle avait une tumeur au cerveau, mais il ne m'avait jamais dit qu'elle avait été retrouvée en bas des escaliers. Ça a été un vrai choc. L'affaire Ratliff, un autre décès. Le début d'un mode opératoire. En avril 2003, l'accusation se rend au Texas pour exhumer le corps. Il nous semblait très étrange que 2 personnes si proches de lui aient pu mourir d'une façon aussi similaire. L'accusation prenait un gros risque en exhumant le corps sans savoir s'il y aurait des preuves d'un possible meurtre. Et surprise. Dans cette affaire, nous avons à nouveau trouvé de multiples lacérations au crâne. 7 au total. Les similarités étaient édifiantes. Les autopsies montraient qu'elles avaient été assassinées. Une autre femme proche de Michael, retrouvée morte dans les mêmes circonstances? Avouez que c'est une sacrée coïncidence. Même les amis de Michael avaient maintenant du mal à croire en son innocence. Mais la police est sur le point de révéler un autre pan de la vie de Michael qui va faire encore un peu plus de bruit. L'arrestation de Michael Peterson pour le meurtre de sa femme choque la ville de Durham. Mais son implication dans un meurtre similaire laisse ses amis perplexes quant à sa réelle personnalité. Quand j'ai découvert que Liz avait été retrouvée en bas des escaliers, j'étais stupéfaite. 2 femmes mortes dans les mêmes conditions, ça commençait à faire beaucoup. Les 2 fils de Michael, Todd et Clayton, soutiennent leur père depuis le début. Même ces 2 filles, Martha et Margaret, qui ont maintenant perdu 2 mères dans les mêmes circonstances, continuent de le soutenir. 4 enfants qui soutiennent leur père bec et ongles. Et la fille de Kathleen Peterson qui dit « Non, quelque chose ne va pas ». Kathleen a refusé de jouer le jeu et tout a changé. Je crois que c'est là que j'ai compris qu'on n'avait pas la même mission. La mienne n'était pas du tout de faire condamner Michael, mais je voulais savoir ce qui était arrivé à ma mère.
La police pense connaître le véritable mobile du meurtre. L'argent de l'assurance vie de Kathleen. Ironiquement, Michael va utiliser cet argent pour se défendre. Il engage un ténor du barreau, David Rudolph. Michael était connu pour ses attaques contre les autorités à Durham. Pas seulement la police, mais les organismes du pouvoir, les rédacteurs du journal. Est-ce que je crois que la police de Durham essayait de faire payer Michael pour son attitude passée? Non. Est-ce que je crois que leur vision de l'affaire et de Michael était influencée par leurs sentiments négatifs à son égard? Ce sont des êtres humains, nous sommes tous influencés par ce genre de choses. Contre la défense de David Rudolph, l'accusation sait qu'elle n'a qu'une seule chance. Il fallait absolument montrer que c'était un meurtre et non une chute accidentelle, et il nous fallait prouver l'implication de M. Peterson dans ce meurtre. L'accusation doit démontrer que le mobile de Peterson était l'argent de l'assurance. Le couple avait beaucoup de dettes. Kathleen Peterson était sur le point de perdre son travail. Nous pensions que tous ces facteurs financiers réunis avaient dû mettre à rude épreuve la sérénité du couple. Le mobile financier était un peu stupide. Je veux dire, il aurait tué sa femme parce qu'elle allait peut-être perdre son travail. Mais rien ne pouvait prouver cette thèse. Est-ce que Michael Peterson avait dit à quelqu'un que ça le perturbait? Alors que le procès approche, l'accusation joue une nouvelle carte. Le disque dur de l'ordinateur de Michael a été analysé par des experts et a livré un secret plutôt surprenant. Des centaines de sites pornographiques, plus de 2000 photos téléchargées et d'étranges emails échangés avec Brent Wolgamott, alias Brad, un escort boy. Il était marié. Et voilà ce qu'il faisait de son temps quand ma sœur travaillait. On s'est tout de suite posé des questions sur leur couple. Était-il homo? Bisexuel? Comment pouvait-il être le couple qu'on connaissait s'il était bisexuel? Absolument rien ne prouvait que Michael Peterson avait une quelconque relation extra-conjugale. On avait la preuve d'un échange d'emails avec un escorte homosexuel, mais il ne s'était rien passé. Mais l'accusation semble tenir toutes les preuves pour confondre Peterson. Un rapport d'autopsie accablant, la mort mystérieuse d'Elizabeth Ratliff et l'email envoyé à Brad. Mais où est l'arme du crime? Cet élément manquant vaut de l'or pour le brillant avocat de la défense. Et le procès commence. Le procès de Michael Peterson pour meurtre avec préméditation commence le 1er juillet 2003 en présence des caméras. Michael était nerveux. Qui ne le serait pas? Pour la famille de Kathleen, le procès est une rude épreuve. J'étais assise à quelques mètres de cet homme et le plus dur était de regarder ses mains, d'imaginer ce que ses mains avaient fait à ma sœur. J'étais totalement impuissante. Toutes les histoires et les révélations passées vont se résumer à une décision. Était-ce un terrible accident ou un meurtre? Les deux parties commencent un duel de longue haleine. Jim Hardin pour l'accusation et David Rudolph pour la défense présentent leur version du couple Peterson. As this case begins to unfold, you will see the grandeur of the Petersons' 10,000 square foot mansion. You will see the appearance of a storybook marriage. If the prosecution is correct, how do we go from soulmate and lover to cold-blooded murderer? How does that happen? Well, the answer is very simple. You don't. La meilleure preuve de l'innocence de Michael est l'appel passé à la police la nuit du drame. Ce n'était pas le genre d'appel qu'on imagine venant d'un homme qui vient de tuer sa femme.
Okay, somebody's dispatching the ambulance while I ask you questions. It's Forest Hills, okay? Please. Okay, sir, somebody else is dispatching the ambulance. Okay, is she awake now? Hello? La défense dépeint l'accusé comme un veuf en deuil et souligne que personne n'a jamais assisté à une seule dispute chez les Peterson. Mais l'accusation avance que Michael plaçait l'argent bien au-dessus de l'amour. So like I said, this is an approximate amount owed on credit card and installment debt and credit line debt close to the time of Kathleen Peterson's death. And the amount is $142,728. L'accusation affirme que la seule solution pour Michael était de toucher l'argent de l'assurance vie. First of all, the amount available to Mr. Peterson upon Ms. Peterson's death would have been what? $1,834,166. L'accusation soutient que la cupidité de Michael Peterson l'a rendu fou cette nuit-là et que le sang sur les murs en est la preuve. I observed that, again, what appeared to be large quantities of blood all over the floor, all over the victim, her hands, feet, her clothing, the walls. There was blood that was underneath a photograph inside the staircase on the north wall. That was, the photograph was up pretty high, and there was, blood stains on that photograph. It just seemed unusual to me. In my opinion, the cause of death in this case was due to blunt force trauma of the head. Were you able to determine, in your opinion, what the manner of her death was? In my opinion, the manner of death in this case is homicide. Dwayne Deaver, expert en analyse de traces de sang, affirme qu'il y a bien eu agression, mais que quelqu'un a également essayé d'effacer les traces. In other words, something contacted the wall with blood on it, made smears in here, and then another impact occurred, creating another stain which came across the top of that. L'analyse est accablante. Grâce à une reconstitution détaillée, l'expert explique que les taches de sang présentes sur le short de l'accusé n'ont pu être faites que s'il s'est tenu au-dessus de la victime tandis qu'il la frappait. For the stains on these pants are consistent with impact spatter with the result of a forceful impact, and that the individual wearing these pants at the time of that impact was in close proximity to the source of blood when it was impacted. Comment expliquer la présence de traces de sang à l'intérieur d'un short? C'est qu'il se tenait forcément au-dessus d'elle. Quand j'ai entendu ça, j'ai compris que c'était le seul scénario possible et qu'il devait forcément être le meurtrier. Vient ensuite le détail de l'analyse de l'ordinateur de Peterson, dans lequel ont été découvertes des traces de sites et de photos pornographiques. Mais rien ne prépare le jury au témoignage suivant. L'homme qui monnaie ses faveurs sexuelles et que Michael Peterson a contacté se trouve devant eux. What types of services did you perform? Oh, wow, that's pretty broad. Basically, it's companionship for other males of legal age. All right. And did that involve sexual activities? Sometimes it does. Okay, what types of sexual activities, sir? Oh, just about anything under the sun. Quand on a entendu M. Wolgamott dire « Je ferai n'importe quoi pour de l'argent » en regardant Michael Peterson, encore une fois, les gens se sont dit « Mais qui est ce type ?» Et les choses ne s'arrangent pas pour Michael Peterson. Les amis d'Elizabeth Ratliff viennent parler de sa mort en 1985. La scène de crime, le corps, la dissimulation, les similitudes sont troublantes. When I looked at the wall, the blood was up so high. How high was it? I'm almost 6 feet, and I was standing up with my hand, and the blood was over my hand. I couldn't figure out, how did somebody get blood that high? Michael was coming and going and handling all the military people. Michael said that she had a brain aneurysm. Michael Peterson said that? Yes, and that she must have fallen down the stairs. In my opinion, the cause of death of Mrs. Ratliff was blunt trauma of the head. What is the manner of death, in your opinion? Homicide. Après la conclusion de l'accusation, tous les yeux se tournent vers David Rudolph. What this case is about is not Elizabeth Ratliff or Michael Peterson's lifestyle
or the columns he wrote. It's about what happened in that stairway in the early morning hours of December 9th, 2001. Expliquez-moi en quoi c'est un accident. Peut-être que mes relations avec Michael Peterson n'ont pas toujours été sereines, mais je ne souhaitais pas avoir un jour un meurtre dans ma famille. La défense utilise ensuite une animation assistée par ordinateur pour expliquer la thèse de la chute. Elle avance que Kathleen, diminuée, est tombée non pas une fois, mais plusieurs. I can't tell you this is exactly the way it happened, because falls can happen in a million different ways, with a million different variations. But what I can tell you is that our experts will say that the injuries on Kathleen Peterson's body, not just the lacerations, but the bruises, all can be explained as consistent with this fall. Pour contrer l'argument accablant le plus Michael Peterson, les taches de sang, l'avocat appelle à la barre le très renommé expert des scènes de crime, le docteur Henry Lee. In your opinion, is the bloodstain evidence from the Peterson house and the clothing, taken as a whole, consistent with a beating death? No, inconsistent with. The blood spatter goes all different directions, and too much of blood spatter. Total amount of blood spatter we estimate close to over 10,000 individual blood spatter. Ordinary beating case, you don't have that. J'ai vu le docteur Henry Lee témoigner au procès de William Kennedy Smith et à celui d'O.J. Simpson. Il peut être très pittoresque. Mais dans ce cas, il l'a été un peu plus que la défense ne l'aurait souhaité. La prestation du Dr Lee était plus que surprenante pour un spécialiste de sa renommée. Il a craché du ketchup. Beaucoup de gens ont trouvé ça déplacé. Il disait qu'il y avait trop de sang pour que ce soit une chute, mais assez pour que ce soit un accident. Après avoir entendu les experts de la défense, j'ai été persuadée de sa culpabilité. Tout ce qui manque à l'accusation est l'arme du crime. D'après les blessures de Kathleen, l'accusation sait que l'objet est assez pointu pour causer des lacérations, mais pas assez lourd pour fracturer le crâne. La sœur de Kathleen lui a offert un tisonnier en cadeau. Mais le tisonnier reste introuvable. C'était nécessairement un objet qu'on pouvait manipuler dans l'escalier. Et sa forme devait également correspondre à 2 marques qui avaient été découvertes sur les lieux du crime. Dans les derniers jours du procès, l'avocat de la défense surprend l'auditoire en produisant le tisonnier comme pièce à conviction. L'objet a été retrouvé par la défense dans le garage des Peterson. Il n'est pas couvert de sang, mais de toiles d'araignée et de poussière. Ils ont passé tout le procès à prouver que l'objet était un tisonnier. Nous avons prouvé sans le moindre doute que ce n'était pas l'arme du crime. Que faire de plus? Personne n'a pu croire qu'on avait trouvé le tisonnier comme ça par miracle. Des policiers avaient fouillé la maison de fond en comble. Ils l'ont passé au peigne fin. S'il avait été là, on l'aurait trouvé. Le jury a tout entendu. Sexe, argent, la prétendue arme du crime enfin retrouvée. Cela suffirait-il à faire condamner Michael Peterson? We, the 12 members of the jury, unanimously find the defendant to be. And we talked about the fact that it's the state's burden to prove beyond a reasonable doubt. Le procès de Michael Peterson pour le meurtre de sa femme touche à sa fin. Après 13 semaines d'audience, le jury va enfin rendre son verdict. Croira-t-il l'histoire la plus importante qu'ait jamais racontée Michael Peterson? Ou va-t-il l'envoyer à vie derrière les barreaux? Finalement, les deux parties en appellent au jury pour qu'il fasse preuve de bon sens et prenne la bonne décision. You don't decide to kill your wife in a first-degree murder for no reason. And the simplest explanation for the kinds of injuries that Kathleen Peterson had
and the kinds of injuries that she didn't have is that she fell. Pour moi, les mots les plus forts du procès restent ceux du procureur Jim Hardin. Des mots calmes, doux, mais percutants. Il chuchotait presque. Ladies and gentlemen, these walls are talking. Kathleen Peterson is talking to us through the blood on these walls. She is screaming at us for truth and for justice. 4 ans de mariage, une superbe maison, une famille recomposée et unie. Cette vie idéale réduite maintenant à 15 heures de délibération. Le destin de Kathleen est déjà scellé. C'est au tour de celui de Michael. Has the jury reached a unanimous verdict on the issue that was submitted to you? Yes. Ladies and gentlemen of the jury, you have returned the following verdict. State of North Carolina versus Michael Ivor Peterson. We, the 12 members of the jury, unanimously find the defendant to be guilty of first-degree murder. This the 10th day of October 2003. Quand le verdict est tombé, il y a eu un moment complètement surréaliste. Michael Peterson n'a eu aucune réaction. Il n'avait pas l'air trop surpris. Je voyais quelqu'un qui se disait « Tu as perdu la partie ». Is there anything you want to say before the court imposes judgment? I'd like to say, Defendant is imprisoned in the North Carolina Department of Corrections for the remainder of his natural life without the benefit of parole. En Allemagne, les autorités ont rouvert l'affaire Ratliff et interrogent des témoins. Mais certaines questions resteront sans réponse. J'ai été soulagé pour la famille de Kathleen. Je savais que grâce à ce verdict, la famille trouverait un peu de paix. Mais quant à savoir exactement ce qui s'est passé, personne ne le sait à part Kathleen Peterson et Michael Peterson. C'est dur de se dire qu'elle a dû beaucoup souffrir ce 9 décembre, mais qu'elle avait dû souffrir avant aussi. Je ne m'en rendais pas compte, malheureusement. Je crois que je préfère me souvenir d'elle comme une personne aimante et généreuse. Je ne crois pas qu'elle aurait regretté sa vie, même si elle aurait sûrement préféré vivre 100 ans de plus. Michael Peterson avait eu son heure de gloire par le passé. Mais ses compagnons de cellule n'ont pas fait la queue pour se faire dédicacer ses livres. Quelques jours après son arrivée en prison, il a été passé à tabac dans une bagarre. Une bien mince consolation pour la famille de Kathleen qui essayait maintenant de vivre sans elle. C'était Dominic Dunn, merci de nous avoir suivis.